ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Thomas, Hello. comment tu vas? Écoute, ça va plutôt bien. Je sors de 2 mois bien intense avec la rentrée. Et là, j'ai enfin quasiment 3 semaines chez moi où je suis pas sur la route entre séminaires, salons. Donc, je vais très bien. Et je suis ravi, du coup, de démarrer cette période avec une chouette discussion. On fait mon truc au monde de discuter pour un podcast. Donc, ravi d'être là. Eh bien, je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Je suis vraiment très très contente et honorée que tu aies accepté mon invitation. Alors pour venir parler de toi, certes, mais aussi surtout pour parler de ton nouveau livre que je vais montrer tout de suite pour les personnes qui sont sur YouTube. Ouais, parfait, on l'a en double, parfait. Puisque c'est le sujet du jour, on va parler de sauver sa peau, sa boîte et la planète. Mais avant toute chose, c'est le moment où je vais te saucer un petit peu puisque je vais introduire le sujet. Alors prends les Ouf, fleurs et puis évidemment tu auras toute la liberté de me dire non Justine, tu t'es trompée ou tu as oublié des choses et tu peux rajouter des choses à la fin sans très problème, bien. hein. La parole est à toi également. Donc comme je l'ai dit, on va parler de ce livre parce que ce livre, clairement, il vient gratter là où ça peut faire mal. Je te l'ai déjà dit sur Instagram. Je t'avais envoyé une story le jour où j'ai reçu, où tout de suite j'ai pu commencer à lire l'introduction, qui elle met directement le pâté, quoi. Hein, on est directement dedans. Il y a des livres qui nous rappellent que derrière nos to-do, nos objectifs et nos stratégies, il y a une réalité qui est bien plus grande, celle dans le monde dans lequel on vit et qu'on est en train d'épuiser. Donc tu es mon invité du jour, tu es entrepreneur, formateur et j'ai envie de te dire aussi penseur du travail des indépendants. Dans ton livre Sauver sa peau, sa boîte et la planète, tu poses une question essentielle. Comment continuer d'entreprendre sans détruire ce qui nous fait vivre? Alors, ce qui nous fait vivre nous en tant qu'humains, quête de sens et tout le tralala, mais aussi ce qui nous fait vivre sur cette planète, puisqu'on est bien à un endroit quelque part dans le cosmos et on est ici. Parce qu'aujourd'hui, notre manière de faire du business détruit à la fois l'humain. Tu l'as déjà partagé à plusieurs reprises, moi également, et d'autres entrepreneurs aussi. On parle souvent d'épuisement, de perte de sens, de cette course à la performance, du scale à tout prix, etc. On détruit aussi à la fois nos entreprises par nos comportements. On s'épuise à faire croître un truc parce que c'est la route qui a été préécrite par je ne sais quelle personne qu'on voudrait abattre aujourd'hui, clairement. Et la planète, puisque la planète, elle est un peu celle qui paye la facture de tous nos excès, de toutes nos décisions. Alors ce livre, clairement, c'est pas un cri du désespoir, bien au contraire. Hein, quand on l'achète, on n'a pas une corde à se mettre au cou en même temps. C'est plutôt un appel, en tout cas, à l'action lucide, à une transformation qui est profonde dans notre façon d'entreprendre, dans notre façon, j'ai même envie de dire, d'exister, de consommer et de vivre. Alors ensemble, aujourd'hui, gardons le sourire, gardons l'espoir, puisqu'on va parler de peur, de pouvoir, d'écologie, de régénération, et encore une fois, surtout et encore d'espoir. Bienvenue Thomas dans Réveille ton bise. Bien, merci. Quelle introduction. C'est une chronique presque. Est-ce que j'ai toujours voulu être chroniqueuse dans une web radio? Oui. Est-ce que je me sers de mon Oui, podcast? Clairement. tout à fait. On le sent, on le sent. Merci Justine. Je suis très content qu'on parle de toutes ces choses que tu as très bien introduites. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'aime bien que tu aies appuyé vraiment sur les 3 points, puisque comme tu l'as dit, le titre du livre, c'est Sauver sa peau, sa boîte et la planète. Et en fait, ce que j'essaye d'appuyer avec ce livre, puisque on parle d'écologie, souvent on parle de sauver la planète, entre guillemets. Et là, j'ai voulu le garder. Du coup, on comprend tout de suite qu'on parle d'écologie, mais le mettre dans un troisième plan
Parce que quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que le combat pour l'écologie, c'est-à-dire le combat contre la crise climatique, etc., c'est en fait un combat pour la sauvegarde de l'espèce humaine et de tout ce que l'espèce humaine peut créer et concevoir, donc nos entreprises. Et c'est ça en fait le sujet. Si l'espèce humaine disparaît, comme d'autres espèces comme les dinosaures ont pu disparaître auparavant, eh bien, cette planète, cette boule au fin fond du cosmos, comme tu l'as dit, elle va continuer d'exister d'une façon ou d'une autre. Elle va évoluer, elle va se mouvoir, le climat changera peut-être, est-ce qu'il y a dans ce climat changera peut-être, mais la planète continuera. L'espèce humaine, elle, par contre, elle dépend de l'existence de conditions très spécifiques, accès à l'oxygène, des minéraux spécifiques dans la terre qui se mettent dans les aliments qu'on consomme, l'accès à une eau potable, enfin bref, toutes ces choses-là où on sait qu'on a besoin de ça pour survivre, et que en effet, les pratiques de la société humaine sont en train de déséquilibrer, pour certaines de façon irréversible, et c'est pour ça, l'écologie, voilà, c'est la quête pour notre propre survie, et la survie de tout ce qu'on peut créer. Et c'est ça en fait, c'est pas un truc de bisounours où on va sauver cette planète et oh là là, on est des gens bien, non, non, c'est ma propre existence est en jeu. Et je pense qu'il faut qu'on se souvienne de ça. Dès le départ, tu annonces la couleur dans ta propre introduction de livre où tu commences avec l'histoire très forte, vraiment très forte, d'une cliente et dont sa fille de 7 ans lui dit directement « Je préfère mourir en entendant parler du climat aux informations de la télé. » quoi. Moi, ce passage, il m'a glacée parce que en tant qu'adulte, on le voit. En tout cas, pour les personnes qui s'informent, on peut pas passer à côté de ça. Oui. Voilà, disons, il y a ceux qui s'informent et ceux qui font le déni total. Mais moi, ça m'a glacée qu'une petite de 7 ans soit aussi désespérée de ces nouvelles-là et que pour elle, à 7 ans, il n'y ait pas d'issue. De dire, je préfère mourir. Est-ce que c'est ce que ta cliente t'a fait remonter qui t'a donné ce déclic d'écrire ce livre? Alors évidemment, c'est pas un cas isolé, cette histoire-là. Et je pense que si c'était un cas isolé, peut-être que j'aurais pas entrepris tout l'effort que c'est et que ça a été d'écrire ce livre parce que c'était pas un long chemin tranquille, l'écriture de ce bouquin. Mais en fait, ouais, un des enjeux que je percevais et que je voulais résoudre, c'est que du coup, moi, dans ma posture d'accompagnant et de coach pour les entrepreneurs qui sont seuls dans leur boîte, je voyais petit à petit une espèce de déconnexion où les gens qu'on accompagne sont des personnes qui ont des valeurs et des engagements et des enjeux liés à la société dans laquelle on vit et donc très souvent liés au sujet écologique. Et en même temps, en se retrouvant seuls dans leur entreprise, qui avaient l'impression de n'avoir aucun pouvoir d'influence, d'être impuissant face à l'immensité de la crise. Je pense que c'est compréhensible. Moi seul, Thomas Burbidge, je ne peux pas changer l'intégralité des enjeux liés au problème de la survie de l'espèce humaine, car je suis un parmi 8 milliards de personnes sur Terre. C'est pas moi le super-héros qu'on attend pour faire la différence. Donc elle est légitime, cette impuissance perçue. Et en même temps, je le voyais auprès de mes clientes que ça créait beaucoup de souffrance. Ça, c'est un exemple d'une des souffrances de moi, je suis là en train de faire mon taf et il y a ma petite ou mon enfant ou même moi qui voit tous ces trucs et je me dis putain, mais je fais rien. On est en train de courir vers notre perte et j'ai l'impression que je ne fais rien de mon quotidien pour essayer de contribuer ne serait-ce qu'un tout petit peu à la solution. Et du coup, cette déconnexion dans ce creux qui se crée entre mon impuissance perçue et l'ampleur du sujet, où en vrai, si on était un tant soit peu rationnel, tous les êtres humains, on devrait être en train de s'agiter et de faire tout en notre possible pour éviter que ça se passe. Mais bon, c'est pas ce qui se passe. Mais du coup, dans ce creux-là, je me suis dit, en fait, comment ça se fait ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout en train de se bouger à fond ? Est-ce qu'on n'a pas compris comment ? C'est la thèse, du coup, que j'ai poursuivie dans le livre, qui est de se dire, mais en fait, on est dans cette posture d'impuissance, comment on en sort ? Comment on construit un plan d'action auquel on croit et qui recrée de l'espoir par le fait d'agir. Donc ouais, c'est ce déclic-là de le trou entre l'impuissance qu'on perçoit et que je me raconte sur ma capacité à impacter ce sujet et l'ampleur du sujet qui est énorme,
où du coup ça crée de la peur naturelle, ça crée de l'agitation, l'éco-anxiété, toutes ces choses-là, quoi. Justement, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette peur écologique, cette éco-anxiété? En fait, moi, c'est un des sujets qui me touche le plus, quoi. Je pense que c'est là depuis très longtemps avec moi de mon éducation, il y a une forme de sensibilité à ça, mais il y a aussi cette espèce de truc croissant de, encore une fois, je le redis avec ces mots-là, on est en train, par la création de nos sociétés, de détruire l'habitat qui nous permet notre existence. Et on fait cela en connaissance de cause et sans le niveau d'engagement nécessaire pour vraiment arrêter ça. C'est-à-dire que oui, maintenant, dans toutes les sphères politiques et entrepreneuriales et dans toutes les entreprises, on parle de ces sujets. Oui, il faut faire mieux pour la planète, il y a les RSE, etc. Mais c'est pas du tout au niveau nécessaire qu'il faudrait pour vraiment avancer sur le truc. Et il y a des mouvements même contre climato-sceptiques qui racontent que c'est n'importe quoi, qui prennent de l'ampleur. La première puissance mondiale est sous une présidence en ce moment avec Trump qui est un pur climato-sceptique. Il n'y croit absolument pas. Et du coup, bah voilà, ça crée en moi une espèce de peur panique où chaque année on voit les causes, les conséquences qui sont de plus en plus fortes et sont de plus en plus proches de chez nous. En France, il se passe déjà des conséquences horribles liées au changement climatique. Moi, j'ai honnêtement peur pour ma survie. Et ça fait que je me pose énormément de questions sur le futur. Genre, j'ai pas envie de faire d'enfants à cause de ça. Je me pose la question de est-ce que je vais pouvoir continuer de vivre dans ce pays où j'ai passé l'immense majorité de ma vie dans le futur. Je commence à, tous les étés, trouver des solutions pour ne pas passer du temps chez moi parce qu'il fait trop chaud. Et moi, je peux pas supporter la chaleur. Donc les 40 degrés qu'on a tous les étés, et encore, c'est des étés qui, d'ici 30 ans, on se dira c'était chill, l'été 2025 et 2024. c'était doux. Ça me fait peur, en fait. C'est pas les conditions de vie dans lesquelles j'ai envie de vivre. Ouais, c'est très proche de moi, et je vois les choses tout le temps, et chaque nouvelle accumule un peu ce truc-là. Ouais, c'est très intime pour moi, en fait. Et intime dans le sens où c'est très proche de mon quotidien, ces sujets. Comment tu fais justement pour transformer cette peur en moteur au lieu de te laisser paralysé? En réalité, tu pourrais très bien être un lapin sur une route éclairé en plein phare qui voit une voiture et dire oh mon Dieu, je bouge plus, je bouge plus, je bouge plus, je bouge plus. Tu vois? Mais je pense que c'est le premier réflexe naturel de tout le monde. Une fois que tu prends. J'avais fait un épisode sur le podcast avec quelqu'un qu'on a tous les deux interviewé qui s'appelle Alexandre Dana. Et lui me parlait du moment où il a pris sa claque écologique. C'est le moment où tu arrives enfin à comprendre l'ampleur du truc et tous les éléments qui s'entrecroisent et qui créent la complexité. Et quand tu prends cette claque, en effet, je pense qu'il y a un truc de genre My God. Et du coup, ça crée ce truc de réflexe de freeze. Et après, je pense qu'il y a ce truc de on essaye de comprendre, de rationnellement réussir à mais comment ça se fait qu'il n'y a pas la solution qui est trouvée, comment ça se fait qu'on n'est pas tous et toutes en train de s'engager. Et du coup, tu commences petit à cheminer. Et je pense que ce qui fait que je m'active autant, c'est que j'ai dépassé cette histoire que je me racontais sur mon impuissance et que j'essaye de vraiment cheminer avec ça et que je me dis, en fait, au niveau et moi, il y a des choses que je peux faire. Et que du coup, une fois que j'ai ouvert la possibilité de je peux, et bien maintenant, je veux et je cherche à me bouger pour. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se racontent que le pouvoir de faire une différence est ailleurs, est à l'extérieur de moi, et qui du coup se confortent dans ce truc de je ne peux rien faire, et du coup j'avance pas. Donc ça c'est une chose. Et je pense que la deuxième chose, c'est que le je peux, il est lié aussi au fait que j'ai le privilège de pouvoir. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont simplement en mode survie tous les jours, du coup n'ont juste pas l'espace dans leur vie de prendre en compte ces considérations. Si on vivait dans une société organisée autrement, où nos besoins primaires étaient nourris par défaut pour tout le monde, par exemple avec un revenu universel ou ce genre de mécanisme-là, bah je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient engagés là-dedans. C'est comme par exemple toutes ces personnes qui sont retraitées
qui ont du coup des sous qui leur permettent de vivre tous les mois, et les personnes pour qui c'est suffisant pour assurer leurs besoins primaires, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent dans des associations, parce qu'ils ont envie de continuer de contribuer aux choses qui leur sont propres. Donc voilà, il y a aussi ce fait que j'ai la plupart des privilèges de la société, pas tous, mais la plupart, et du coup, c'est un sujet auquel je peux offrir mon intellect, c'est un sujet auquel je peux offrir de l'énergie, du temps, de l'argent parfois. Donc je pense qu'il y a ces deux trucs. Je me raconte que j'ai le pouvoir de faire une différence, et donc je le cherche. Et en même temps, j'ai le privilège de pouvoir me raconter ça, car je ne me bats pas chaque seconde qui passe de chacune de mes journées pour ma survie, parce que je dispose de certains privilèges. En tout cas, je suis situé à un endroit de la société où je peux faire une différence. Et c'est là où j'appuie sur ce truc de nous. Là, on est en France toutes les deux. Donc on est dans des sociétés occidentales où on a un niveau de confort et de développement qui est bien plus grand que par exemple certaines personnes en Inde. Et j'utilise l'exemple de l'Inde parce que souvent il y a des personnes qui sont climato-sceptiques qui disent « Ah mais regardez, les émissions de la France, elles sont beaucoup plus petites par rapport à l'Inde et la Chine, c'est eux le problème. » Et en fait, on renvoie la faute à des personnes qui ont subi la colonisation, la mondialisation, et qui ont subi le développement de l'Occident par rapport à eux, et qui maintenant qu'elles essayent de sortir et de suivre elles aussi les chemins qu'on nous on a vécu il y a super longtemps, on leur met en plus la responsabilité de ces problèmes-là. Alors que nous, on a fait la même chose 30 ans en arrière, par exemple. Et donc c'est pour ça aussi, je pense que nous, ici, en France, en Occident, en Europe, aux États-Unis, etc., on a un peu plus de responsabilité de se bouger le cul aussi. Parce qu'on a déjà le confort et le privilège du développement social qui cause la plupart des problèmes en vérité. Puisque si l'Inde et la Chine ont une émission de CO2 aussi grande, c'est parce que c'est là-bas qu'ils produisent tous les trucs dont nous, on consomme ici. Et juste, ça rentre pas dans le calcul du CO2 émis par la France, alors que c'est pour nous qui produisent tous ces trucs, c'est même pas pour eux. Donc en fait, c'est nous le problème quand même. Exactement. J'aimerais revenir sur l'éducation aussi, les privilèges. J'ai grandi dans le magasin de diététique de ma mère. Elle a ouvert un magasin de diététique à ma naissance. J'ai grandi au milieu des aliments bio, de saison, locaux, de ce qu'on pourrait appeler de médecine alternative. On aurait pu considérer que ma mère était une meuf chez père, tu vois, à l'époque. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai considérée adolescent. J'étais là, genre, j'avais honte de faire venir mes Classique. copains à la maison parce que j'avais le sel aux herbes, machin, bio. J'avais le papier de toilette gris parce que pas chloré, etc. J'étais là, genre, mais quelle horreur, comment on va faire? Et en fait, une fois que je suis partie de chez moi, j'ai eu évidemment mon « ouais, je peux faire ce que je veux ». Et en fait, je me suis rendu compte que faire ce que je voulais était juste un non-sens. Et que ce qui était juste, c'était de revenir à un papier toilette gris et un sel aux herbes, si je peux utiliser ces images-là. Et pour moi, tu vois, je l'ai compris bien après, une fois que je suis sortie de ma crise d'adolescence, en me disant, mais en fait, c'était un réel privilège d'avoir été élevée avec cette conscience de consommation, cette connaissance de ce que sont réellement nos besoins, de comment de pas être dans un mode de je consomme tout. J'ai très peu mangé de viande pendant toute mon enfance, et pour moi c'est un réel privilège que j'avais pas conscience auparavant, et où je me rends compte des fois, j'étais là genre mais pourquoi on n'est pas tous au même stade? Je comprends pas. Mais parce qu'en fait c'était mon éducation, et que c'était une éducation complètement privilégiée par rapport à d'autres. Avec mon copain, on a quitté la Croix-Rousse, donc un centre-ville de Lyon, il y a je sais pas 8 ans, pour être aménagé en pleine campagne. Dès le départ, pour moi c'était sûr, campagne, potager, permaculture, enfin pour moi c'était genre une évidence. Je me dis mais en fait Thomas il a raison, il faut discuter avec les personnes, même les personnes qui ne nous connaissent pas, pouvoir partager en fait ce que c'est, que de pouvoir encore une fois sauver sa peau, sa boîte et la planète, en tout cas à notre échelle. On pense déjà à créer des espèces d'effets secondaires sur les personnes autour, de raconter davantage notre quotidien quand il est aligné avec ces enjeux-là. C'est peut-être pas celui de tout le monde, puisque effectivement parfois on peut se prendre du pushback, donc les gens de l'extérieur qui racontent que, comme tu disais quand tu étais ado, c'est qui ces gens bizarres qui font telle ou telle chose. Il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de recevoir ça. Et pourquoi est-ce que c'est un des vecteurs? Parce qu'en fait, ces sujets écologiques, et je pense que c'est important de le préciser, c'est pas des sujets de perfection individuelle.
C'est-à-dire que toi, Justine et moi, on pourrait avoir 100% de tous les comportements les plus éco-responsables qui existent, consommer le moins de ressources naturelles possible, voire rediriger plein d'argent vers toutes les assos et tout. C'est pas pour autant que la solution viendra. L'enjeu, c'est un basculement d'un espèce de cap symbolique d'un nombre de personnes qui changent leur façon de percevoir leur quotidien, leur façon de travailler, la gouvernance politique de nos sociétés. Et à partir de ce bascule, où du coup on commence à penser le système autrement, par l'accumulation des individus autrement, c'est là où il y a une différence. Et donc, à un certain niveau, pour certaines personnes, il y a des pratiques qui sont moins intéressantes à mettre en place, même si elles ont un meilleur impact écologique au niveau individuel, que d'essayer de ramener d'autres gens pour faire leur premier pas. Parce qu'il y a ce truc de... C'est une bascule symbolique qu'il faut qu'on cherche en termes de nombre, masse critique de personnes. Mais du coup, pour ça, effectivement, juste parler de cette démarche, cette réflexion. Moi, je me considère beaucoup comme un militant médiatique pour ça, de se dire, en fait, mon taf, c'est de véhiculer les solutions, c'est de les rendre sexy, c'est de les imposer dans des espaces où c'est pas trop discuté, notamment notre espace entrepreneurial, où malheureusement, quand tu regardes les podcasts sur l'entrepreneuriat, il y a tellement peu de sujets écologiques qui sont mis en avant sur les centaines et les centaines et les centaines d'épisodes publiés. Donc moi, mon rôle, c'est essayer de changer un peu ça. C'est un rôle parmi plein d'autres rôles, mais il y a ce truc de plus le sujet est dans l'espace public, plus il est discuté, plus on se pose des questions, plus on cherche des solutions, et du coup, il y a cet effet-là, quoi. Donc oui, il faut parler de toutes ces choses, je te rejoins à fond. Complètement. Et même si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne se sentent pas ou n'ont pas envie de le dévoiler à la face publique, Instagram, newsletter, etc., je pense que déjà de le faire auprès de nos proches et de notre cercle qui s'étend un petit peu, c'est déjà un petit peu une partie de la mission. Même, il y a un truc de juste en incarnant ces éléments qui sont importants pour toi dans ton quotidien, ça touche les gens qui t'entourent parce que ça fait partie de leur vie aussi. Ils t'invitent à manger et ils se disent « Ah oui, c'est vrai, Justine, elle mange pas de viande. » Et donc, ils se forcent peut-être pour la première fois à faire des lasagnes végé. Et une fois qu'ils l'ont fait une fois et qu'ils se rendent compte que ça va, ça se trouve, ils vont continuer. Moi, je le vois, par exemple, dans mon entourage. Un des engagements que j'ai pris, qui est, à mon sens, le truc le plus facile que nous toutes pouvons faire et qui a le plus gros impact écologique, c'est dans l'avion. Et depuis que j'ai pris cette décision et que dans chaque discussion autour de vacances, de voyages, de machins, de trucs, ça fait partie de la conversation où est-ce qu'on va parce que Thomas prend pas l'avion, et ça fait que la conscience des gens change. Des fois, on me propose pas les trucs pour que les gens qui partent en avion, mais il y a ce processus de « Ok, on va pas proposer à Thomas parce que de toute façon, il va pas venir. » Et si ça crée ne serait-ce qu'un peu de culpabilité, moi, j'ai l'impression que j'ai fait mon taf aussi. Et donc, je sais que ça fait cheminer chez les gens ces enjeux-là, parce que moi, j'incarne l'exemple. Récemment, j'ai tout un groupe d'amis entrepreneurs qui sont allés faire une sorte d'immersion dans le Sahara, donc une traversée du Sahara avec des trucs de questionnement sur soi, réflexion de quête de sens et tout. Et dans l'orga, pour faciliter l'orga, il fallait que tout le monde arrive en avion au même endroit. Et j'ai dit, s'il y a une option pour ne pas venir en avion, je suis chaud, mais sinon, je viendrai pas. Donc la personne qui organise le séjour a dû se questionner sur est-ce que ça existe des solutions pour pas prendre l'avion. Et au final, je l'ai pas fait. Mais au moins, ça faisait partie de la discussion parce que j'ai décidé de rester aligné avec mon truc. Et donc ce truc-là, ça s'appelle l'ombre écologique. C'est, de par mon comportement, il y a une ombre qui se projette et qui touche les personnes qui m'entourent. Comme un arbre au milieu d'un champ, il a une ombre. Nous, nos comportements en lien avec nos engagements écologiques touchent les gens qui nous entourent et les influencent petit à petit. Et ça aussi, il y a des effets secondaires qui se propagent. Et c'est pas une action militante, entre guillemets, mais juste ça, déjà, c'est fort. C'est quand même une forme de militantisme, hein, mais je trouve que c'est le plus simple à mettre en place à sa propre échelle. Étape 1, je veux être intègre et congruent et congruente avec mes valeurs. Je vais l'incarner du mieux possible, en essayant de comprendre, bien sûr, quelles sont les actions qui ont le plus fort impact. C'est très différent se dire je vais commencer par intégrer des graines de courge dans mon alimentation. C'est pas exactement le même impact que si j'arrête de prendre l'avion, tu vois. Bien sûr. Mais voilà,
comprendre qu'il y a des effets d'échelle, déjà, c'est un truc. Et se dire, ok, qu'est-ce que je priorise comme action ou comme non-action? Et à un moment donné, se dire, par l'incarnation de ça, j'ai déjà un levier sur d'autres personnes. Et ensuite, peut-être qu'on embrasse ce levier de comment je fais pour que ça touche plus de gens encore. Comment est-ce qu'aujourd'hui un entrepreneur, notamment celui ou celle qui nous écoute, pourrait repenser son modèle d'entreprise pour qu'il y ait à nouveau cette forme d'alignement Déjà, la chose que j'ai envie de reposer, c'est cette conscience que aucune de nos entreprises ne pourra survivre à la crise écologique si on ne trouve pas de solution collective à ça. Donc, à un moment donné, c'est dans l'intérêt de nos entreprises, toutes les entreprises, de contribuer à la solution. Parce que tôt ou tard, elles disparaîtront. Et on n'est plus dans cette réalité où c'est les générations futures, moi j'aurais fini de travailler, etc., qui font que les gens pourraient se dire « Ah ça ne me concerne pas le fait que mon entreprise disparaisse parce que j'aurais fini de travailler ». Les conséquences du changement climatique sont déjà dans nos pays avec nous aujourd'hui. L'exemple que je donne souvent, qui est un des plus critiques qu'on commence à voir, en France, chaque été, il y a des villes et des villages qui sont privés d'eau potable pour les conséquences du changement climatique. Et leur seule façon de pouvoir avoir accès à l'eau potable, c'est de dépendre de conteneurs, de grands camions qui viennent des endroits voisins où il y a de l'eau potable disponible, avec des bouteilles et des choses comme ça. Et donc, il y a un rationnement de l'eau. Il n'y a aucune entreprise qui fonctionne sans eau. Parce qu'il n'y a aucun humain qui fonctionne sans eau. Donc, déjà rien que pour ça, c'est une sonnette d'alarme. C'est déjà plusieurs villes et villages chaque été. Ça va s'étendre de plus en plus. Donc pour les gens qui, comme nous, moi j'ai envie de continuer ma carrière et de faire ce que je fais pendant longtemps, j'ai envie d'avoir des enjeux, de me dire putain, comment je fais pour avoir de l'eau demain? C'est pas l'endroit où tu es le plus créatif et tu travailles le mieux quand tu as une flip sur le fait que tu n'as pas d'accès à l'eau potable. Donc c'est une question de la survie de 100% de nos entreprises. Premier truc à se dire. Deuxième truc à se dire, 100% de nos entreprises sont dépendantes à l'accès à des ressources naturelles. Ça, c'est un truc qu'on oublie, mais là, si tu regardes autour de toi, Justine, 100% des trucs que tu vois autour de toi, à un moment donné, c'était une ressource qui était dans la terre. Ça, là, mon disque dur sur lequel je range mes épisodes de podcast avant de les monter, ça vient d'où, ça? Ça, il y a du cuivre dedans, il y a du lithium, peut-être. Il y a certainement d'autres métaux rares comme du bauxite. Je pense qu'il y a du plastique. Donc il y a du pétrole. Bref, il y a une infinité de ressources qui viennent de la Terre là-dedans. La majorité de ces ressources, quand ça concerne le numérique notamment, elles ont un stock fini parce que ça se renouvelle à l'échelle de millénaires. Il y a un stock d'un nombre de kilos ou de tonnes dispo dans le souterrain de la Terre. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et là, les stocks de cuivre, qui sont le métal, c'est le métal le plus important pour tous les enjeux numériques, c'est dans tous les câbles, c'est dans tous les processeurs, enfin c'est partout. Il y a des stats qui disent que on n'est pas capable d'extraire assez rapidement le cuivre pour le besoin en création d'objets numériques. Et le stock, il est en train de chuter. Est-ce qu'on va en trouver d'autres? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont en trouver au fin fond de l'océan. Mais du coup, pour aller les chercher, peut-être qu'on devra décimer toute la population de poissons, ce qui va créer d'autres problèmes derrière. Enfin bref, il y a un enjeu de... Le stock, à un moment, il sera plus dispo, quoi. Si je veux que mon entreprise tourne, si elle dépend à 100% de numérique, peut-être il faut que je prenne soin des stocks de cuivre. Peut-être il faut que je renouvelle mon ordi un peu moins régulièrement. Parce que je mets une pression sur les stocks de matières premières. Donc je dis ça juste pour recontextualiser que en fait c'est pas une opposition de valeurs de j'ai envie d'avoir une boîte qui cartonne et j'ai l'impression que ça m'empêche de prendre soin de l'écologie. Non, en fait pour avoir une boîte qui existe, il faut prendre soin des enjeux écologiques et si ta boîte n'existe pas, elle ne peut pas cartonner. Donc ça c'est pour reposer encore une fois, c'est sauver sa boîte. C'est une question de l'existence même de nos projets. Et avec ce que j'ai raconté là, ça donne la première perspective, c'est de se dire mon entreprise dépend à 100% de l'accessibilité et de la disponibilité de certaines ressources naturelles. Si mon entreprise contribue davantage à la destruction de ces ressources qu'à leur protection,
voir leur renouvellement, ben en fait, je me trompe de combat. Donc, la première chose qu'on peut tous et toutes faire, c'est se demander comment je peux prendre soin de toutes les ressources dont je dépends. Notamment en recyclant mon matériel, en achetant du reconditionné, parce que du coup, je ne mets pas de stock de stress sur les stocks disponibles. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur pour réfléchir, un ordi là, notre Mac, qui pèse genre 4-5 kilos, ça représente 800 kilos de matières premières pour le fabriquer, qui sont acheminées de partout dans le monde. Donc il faut aller au fin de la République dominicaine démocratique du Congo. Il faut sortir de la terre. Souvent, c'est des enfants qui sortent tout ça de la terre. Il faut le foutre sur des énormes bateaux qui vont je sais pas où en Chine pour fabriquer les processeurs. Puis c'est refoutu sur des bateaux. Ça va je sais pas où en Amérique, chez Apple. C'est recomposé. Puis ça revient sur des cargos. Tout ça, ça consomme beaucoup de pétrole. Ça va je sais pas où pour les stocks dans le truc de la Fnac. Puis ça arrive dans ton petit magasin dans la banlieue de Lyon où tu achètes ton Mac. T'as pas conscience de tout ça. Alors que c'est énorme le système mondial mis en place pour notre dépendance au numérique ici. Et là, je te parle du hardware, c'est de l'objet sur lequel on travaille. Je te parle même pas de toutes les données qui vendent dans tous les pour notre scrolling sur les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Donc, si je récapitule, je peux pas cartonner si ma boîte n'existe pas. Si je prends pas en compte l'écologie, ma boîte n'existera plus. À un moment donné, le premier pas, c'est prendre soin des ressources dont je dépends, réduire ma consommation, remplacer les ressources qui ne sont pas renouvelables par des ressources renouvelables, si c'est possible, sur le sujet en question, et recycler, voire reconditionner le plus possible. Selon toi, quelle est la plus grande erreur du modèle entrepreneurial actuel? Et j'ai envie de préciser sur le business en ligne. Globalement, on ne prend pas en compte cette question de les ressources dont on dépend. Et ça, là, se joue au niveau écologique, mais tu l'as mentionné très bien en introduction aussi. C'est nos ressources humaines dont on ne prend pas soin. Et on a un peu l'impression que c'est infini. Que autant les ressources écologiques, naturelles, que les ressources humaines sont infinies, et que si on trouve la bonne façon de les ponctionner, on va créer un maximum de ressources financières, et que c'est ça le seul but, c'est les ressources financières. Et dans notre truc du business en ligne, en gros, qu'est-ce que c'est? Les gens cherchent la solution, en se racontant qu'il y a une solution miracle, pour créer le plus de ressources financières en le moins de temps possible, sans prendre en considération les ressources humaines. Et encore que, dans le scale, les gens essayent de travailler le moins possible. Donc il y a un peu de réflexion des ressources humaines, mais d'autres personnes. Voilà, souvent. Au détriment d'autres personnes, souvent, mais d'autres ressources naturelles aussi, parce que en ce moment, par exemple, on est en plein dans la vague IA, et créer une entreprise qui est totalement dépendante du fait d'avoir 45 agents IA qui travaillent en parallèle et qui se refilent la balle, etc., en termes de ressources écologiques, c'est un des pires trucs qu'on peut faire, où on crée une dépendance à tous ces trucs-là. Donc, à mon sens, c'est ça le problème, c'est qu'on est tellement focalisé sur le but de mon entreprise, c'est maximiser les résultats financiers, qu'on ne prend pas en compte toutes les ressources qui sont en amont. Et du coup, ça pose la question de comment on fait autrement, quoi. Et c'est là où tu l'as mentionné aussi en introduction, il y a une autre vision entrepreneuriale et économique, au sens large d'ailleurs, qui s'appelle l'économie régénérative. C'est de se dire, le but de ma boîte, c'est pas que de créer les ressources financières. Ça l'est bien évidemment, puisqu'on doit survivre dans un système capitaliste et permettre de payer le loyer, se nourrir, peut-être même faire grandir notre patrimoine. Ça reste un enjeu et un objectif tout à fait. Mais en régénérant toutes les ressources dont on a besoin pour continuer dans le jeu. Et ça veut dire les ressources humaines, mon énergie, mon espace mental, mes compétences, mon savoir-faire. Mener mon entreprise, ça doit me permettre de continuer de régénérer toutes ces choses et de les faire progresser, mais aussi les ressources naturelles. Comment je fais pour au mieux prendre soin, c'est ce que je disais avant, enfin au pire prendre soin, au mieux régénérer. Faire en sorte que grâce à l'existence de mon entreprise, je recrée davantage de ressources que celles que je consomme. Là, on a gagné le truc. Et donc,
il y a énormément de personnes qui se posent des questions sur comment on fait pour créer une économie qui permet ça, qui permet de régénérer les ressources de la planète pour, en gros, faire un peu marche arrière sur toute la destruction qui a lieu. En fait, c'est des problèmes qui sont si grands que ça mérite tout notre attention, notre créativité. Genre, les entrepreneurs, on se targue tout le temps d'être super créatif, d'avoir des idées tout le temps, c'est incroyable, nanani, nanana. Mais moi, je pense qu'on oriente tout ça vers les mauvaises choses. Et on parle souvent d'ambition dans notre milieu. Et les gens parlent d'ambition que sous le spectre des finances. T'es ambitieux à partir du moment où tu vises les 10 000, voire les 100 000 euros par mois. Ouais. Tu vois? Smith LinkedIn. Mais en fait, moi, je trouve c'est jouer petit. C'est quoi la vraie ambition de 2025? C'est comment je crée une boîte qui régénère plus de ressources que ce qu'elle consomme. C'est un challenge intellectuel tellement plus grand que juste faire 10 000 balles par mois. Moi, du coup, j'ai envie qu'on inverse la tendance, tu vois, qu'on se rearme de ce discours et dire « Ah ouais, tu penses que t'es ambitieux à faire par mois? Bah tu joues petit, mon frère. » C'est ça l'ambition, en fait. L'ambition, c'est les entreprises régénératives. C'est consommer moins de ressources que tous les autres concurrents. C'est réussir à avoir les mêmes résultats avec moins de ponctionnement de la nature. Et, du coup, ponctionnement humain, peut-être aussi. Ça va avec, certes. Mais c'est ça pour moi l'ambition. Et en fait, il faut qu'on se reprenne ça en main et retourner le discours. Je suis ravie que tu viennes provoquer les oreilles de mes auditeurs auditrices. D'habitude, c'est le rabaisson qui vient provoquer mon WhatsApp et mon podcast. Allons-y. 10K par mois, tu joues petit, mon frère. On aime, on valide fort ici. Vraiment. Moi, je trouve que c'est un objectif de personne qui n'a pas confiance en elle et qui a besoin de variables extérieures pour se dire « j'ai de la valeur sur mon compte en banque ». Bah non. Oui, mais on les entend aussi, ces personnes dire « Non mais il est sympa Thomas, il nous dit que 10K par mois c'est jouer petit, j'arrive même pas à générer suffisamment pour pouvoir être libre, autonome, indépendante de mon activité. Il faut que je puisse au moins générer suffisamment d'argent, coûte que coûte, et je verrai ensuite. » Pour moi, les deux sont pas antinomiques. Ce n'est pas parce que je pense autrement les objectifs et la façon de mener mon entreprise que c'est impossible de faire de l'argent. Si c'était antinomique ces deux choses, bah on est foutu, bonne soirée, moi je vais me coucher, tu vois. C'est pas antinomique. C'est pas parce que j'ai une entreprise qui intègre dans sa réflexion le fait qu'elle doit vivre en cohérence avec son écosystème que je ne peux pas générer d'argent quand même. Il y a plein de gens qui ont des entreprises ultra pertinentes écologiquement parlant et qui font beaucoup d'argent. Je donne un exemple sur Patagonia. Patagonia, c'est une des entreprises les plus successful financièrement au monde, et pour autant, qui a une façon de penser les choses incroyable en termes d'écologie. Autre exemple sur un truc encore plus con, j'en parle un moment dans le livre, il y a une entreprise qui s'appelle Interface. C'est une boîte qui fait des tapis. Des moquettes même. C'est même pas des tapis, c'est de la moquette. Tu vas dans un immeuble, il y a de la moquette sur le sol, bah peut-être ça vient d'Interface. Qu'est-ce qu'ils ont fait Interface? Ils ont réussi à créer une moquette qui capte à la fabrication plus de CO2 que ce qu'elle émet. C'est négatif en émissions carbone. Une dalle de moquette. Ça va pas à l'encontre du fait de faire de l'argent. Ces deux choses, elles sont réconciliables. Et j'ai même envie de dire, peut-être que la réflexion écologique qui change ta façon de penser ton entreprise demande moins de coûts et moins de charges. Et du coup, ça te permet d'avoir une meilleure rentabilité quand même. Parce que peut-être tu utilises moins d'outils IA dans tous les sens et moins d'abonnements à un truc dans tous les sens. Un truc plus minimaliste qui dépend uniquement de ton énergie individuelle. Et tu peux quand même vendre quelque chose comme ça. Donc à mon sens, le problème qui fait que beaucoup de gens n'ont pas les résultats financiers qu'ils veulent ou auxquels ils aspirent, il n'est pas tant sur est-ce que je fais les choses de la manière 100% écologique, mais il se trouve pour moi souvent sur un enjeu de congruence où, je le vois beaucoup chez mes clientes, j'ai toutes ces valeurs d'engagement, etc. J'essaie de me plier à un modèle entrepreneurial qui en vrai m'inspire. Mais je me raconte l'histoire que je suis obligé de faire comme ça parce que tout le monde me dit que je suis obligé de faire comme ça. Et cette incongruence, ce désalignement entre ces deux parts de moi fait
que je me donne pas à fond, que je trouve pas de solution, que j'y vais à reculons parce que j'ai vraiment pas envie de fonctionner comme ça. Et donc évidemment, si j'ai pas envie de fonctionner comme ça, dès qu'il faut s'y mettre, je trouve toutes les autres excuses de choses à faire. Je vais faire ma vaisselle, je vais ranger mon appart, je vais tout d'un coup me développer une passion pour le tricot. Alors qu'en fait, c'est juste, j'ai pas envie de faire les trucs, alors que je crois y être obligé. Il y a plein d'autres modèles entrepreneuriaux qui sont fascinants, auxquels on peut trouver davantage de plaisir, de joie, d'enthousiasme, et c'est peut-être par ça que ça passe aussi de faire plus d'argent. On a parlé aussi de redéfinir l'ambition. Effectivement, viser 10K pour viser 10K, c'est jouer bien petit, surtout quand il y a des enjeux bien plus grands que nous et que, comme tu l'as dit, on a un cerveau créé pour la création. Justement, on est là genre oui, j'ai encore une idée, on a des idées à la pelle, on est là à faire du tri dans nos idées. Effectivement, que nos idées ne sont potentiellement pas tournées vers là où elles devraient aller. Ce que je voulais aussi voir, c'était peut-être qu'au-delà de redéfinir son ambition et où vont nos idées, peut-être qu'il serait pertinent de redéfinir aussi ce que c'est la réussite, en tout cas d'apporter une nouvelle définition de ce qu'est la réussite. Pour moi, ça va ensemble en fait, c'est la même chose. Mon ambition se tourne vers la destination que je me fixe. Et si la seule destination à laquelle on offre du crédit, c'est celle de faire plein d'argent, et que les seules personnes qu'on juge pertinentes pour nous donner des leçons de vie, c'est les millionnaires qui ont fait plein d'argent, on le voit beaucoup ça sur YouTube et dans nos contenus, dans notre écosystème entrepreneurial, c'est « j'ai fait plein de thunes, voici le mindset du pauvre, écoute-moi et tu vas gagner aussi ». Quand est-ce qu'on a décidé que juste parce que ce type il avait fait plein de thunes, c'était le sage qu'on devait écouter ? Qui a décidé ça ? C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune corrélation entre l'argent sur le compte en banque et le niveau de sagesse. Sinon, il faut qu'on écoute des gens comme Pierre-Édouard Stérin, qui est un excellent entrepreneur apparemment, mais qui est un catho radical d'extrême droite. J'ai rien contre les cathos, mais lui, par contre, j'ai plein de choses contre lui. Ou pareil, tous les millionnaires d'extrême droite, en fait. D'accord, écoutons-les. S'il y a une corrélation entre argent et sagesse. Il n'y a pas de corrélation entre argent et sagesse. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on décide, en termes jargon marketing, d'opt-out, c'est le moment où je me désabonne d'une newsletter. Désabonnons-nous de cette croyance que les gens qui ont fait plein de thunes détiennent la sagesse du monde. Non. Ils ont la sagesse de faire plein de thunes, souvent avec plus ou moins de scrupules moraux. Moi, ça m'intéresse pas de faire plein de thunes en jetant mes valeurs et ma moralité par la fenêtre. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Rutger Bregman, qui se définit comme un historien. Eh bien lui, il parle d'ambition morale. Comment on fait pour joindre la moralité des personnes qui dédient leur vie au militantisme, aux ONG, qui passent tout leur temps là-dedans, quitte à avoir une moins bonne santé financière, un moins bon confort de vie, avec l'ambition des entrepreneurs qui pensent qu'ils vont réussir à créer un truc qui changera le monde. Moi, je veux mêler ces deux trucs-là. Et à mon sens, on a besoin que les gens qui ont le plus de savoir, le plus d'énergie, le plus d'enthousiasme se mettent dans cette quête-là. Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin que tous les gens les plus intelligents, les plus formés, les plus énergétiques, les plus qui ont la dalle, se disent « Ok, il faut marier ces trucs. Comment on fait pour les marier ?» Et si la réussite, c'était pas juste réussir à avoir une activité, tu sais, stable, prévisible, pérenne, qui va m'assurer, je ne sais, quel confort de vie jusqu'à ma retraite, etc. Mais si la réussite, c'était plutôt dans l'optique où, pour avoir nos entreprises, on a besoin d'être sur cette planète et donc d'y vivre et d'y vivre correctement, peut-être que la réussite aujourd'hui, c'est peut-être de se dire comment est-ce que je vais pouvoir entreprendre pour que la réussite soit de pouvoir continuer de vivre ici et que les générations qui arrivent le soient aussi. Ça, c'est une super réussite collective, en effet. Pas forcément actionnable, en revanche, pour un individu, parce que ça dépend pas à 100% de moi, cet imaginaire de ma réussite. Mais je pense que pour beaucoup de gens, survivre dans un système capitaliste qui se casse la gueule, c'est déjà une réussite de fou. Et je pense qu'une bonne partie de la souffrance de beaucoup de gens qui peuvent écouter ton podcast, le mien, etc., c'est parce qu'on crée un énorme différentiel
je me raconte que je devrais vivre, et cet imaginaire de la réussite, de blabla, de trucs, et le présent. Et en fait, peut-être que tu es déjà dans une forme de réussite, et qu'on souffrirait beaucoup moins si on se disait, mon présent, je réussis quelque chose quand même. Tu vois, moi, je vis dans ma maison passive, au fin fond de la Corrèze, sur une colline. J'ai un salaire avec ma boîte qui varie entre 1500 et 2000 balles. Je suis pas le plus riche du monde. Je fais tous les jours un travail, par contre, qui fait sens pour moi. J'ai l'impression de contribuer à des trucs chouettes. Je lis des bouquins qui m'intéressent. J'apprends. J'ai une bagnole vieille, complètement de merde. J'en ai rien à foutre. Je fais du sport. Je mange bien. Est-ce que je réussis ? Je pense. En tout cas, je profite du quotidien. Est-ce que je suis dans l'imaginaire de la réussite de notre écosystème entrepreneurial ? Vraiment pas. Est-ce que c'est dur parfois ? Il y a des mois où j'arrive moins bien à me payer que d'autres ? Ouais, c'est dur. Mais je crois pas que la réussite, c'est le confort. Pour moi, la quête, c'est comment on se réaligne quand on est désaligné, où se trouve cet alignement, et ça va recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de destination où un jour, c'est bon, je suis arrivé et ça ne bouge plus jamais. Ça bouge fucking tout le temps. Il ne faut pas être attaché au moment où on se dit qu'on est arrivé parce qu'on sait que ça va bouger. Donc à mon sens, ce truc de la quête de la réussite, en fait, il est flingué et on ne va pas y arriver quoi qu'il. On l'a vu dans nos cours de philo en terminale, nos désirs, ils bougent dès lors qu'on arrive à la chose désirée. Tout à fait. Donc en fait, il faut embrasser cette impermanence. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas courir après nos désirs ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit juste se détacher du fait qu'il y aura toujours des désirs ? Vous avez 4 heures pour y répondre. Je crois qu'en fait, faut se dire autre chose. C'est pas survivre dans cette économie qui ne prend pas soin des individus. Il n'y a pas de pensée de comment on prend soin d'un maximum de personnes. C'est déjà une réussite. Réussir à tirer son petit fardeau, son petit truc. Faire ça en ayant la conviction de contribuer à notre bien-être quotidien, collectif, et à notre sécurité collective, puisque c'est d'enjeux de sécurité collective dont on parle, bah c'est encore mieux. Mais déjà survivre, c'est dingue. Faites confiance au pouvoir des personnes qui sont en train d'agir tous les jours pour ces sujets. Si vous, en ce moment, vous êtes sur le banc de touche, et on fait un petit remplacement là, vous êtes dans l'équipe, petite pause sur le banc de touche, c'est fine, c'est ok. Il y a un énorme relais qui se joue. Il y a des milliers de personnes qui militent tous les jours pour ces sujets. Si vous n'êtes pas à 100% de vos moyens en ce moment, c'est ok. Faites-nous confiance. Nous, on est là en train d'essayer de bosser là-dessus. Et à un moment donné, vous allez nous remplacer. Et nous aussi, on ira faire un petit tour sur le banc de touche. Et on sera de plus en plus nombreuses parce qu'à chaque fois, on va essayer de recruter d'autres gens. Et vous pouvez contribuer à ça, bien sûr. Mais on s'en fout de faire masse de cash, quoi. Ça te servira à rien, de toute façon, quand t'auras plus d'eau potable. C'est clair. Je sors de retraite de méditation et de yoga. Pas une mouvance de méditation et de yoga en mode je fais ça pour me sentir bien et prendre soin de moi, nanana, mais une mouvance qui vient de ce qui s'appelle le bouddhisme socialement engagé. C'est une branche laïque du bouddhisme, donc pas la religion bouddhiste, mais qui parle du fait que les pratiques, comme le yoga, la méditation, etc., sont des pratiques qui nous aident à rester engagés dans les causes sociales qui nous impliquent et qui nous importent. Et une des pensées qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est la pensée de l'interdépendance. C'est le fait qu'entre toi et moi, Justine, on se raconte qu'il y a une séparation physique et en fait, on est la même chose. On fait partie d'un tout social et que quand une partie de ce tout social ne va pas bien, ne fonctionne pas, ça m'affecte quelque part. D'une façon ou d'une autre. Il y a une interdépendance qui fait que tant que 100% des gens ne seront pas bien, en sécurité, apaisés, en fait, quelque part, on souffrira de ça. Donc le but, c'est collectif. Toujours. Sachant que sur le chemin de cet équilibre collectif, on doit bien sûr prendre soin de soi, puisque le système n'est pas pensé pour ça. L'équilibre, il est au niveau collectif. Individuellement, on est toujours en train de corriger des déséquilibres. Mais collectivement, ça peut créer un équilibre. On a beaucoup parlé aussi d'équilibre, de déséquilibre. On le retrouve plusieurs fois dans ton livre, la peur.
La peur du futur, la peur d'échouer, la peur d'en faire trop, la peur de ne pas en faire assez, la peur de ne pas faire, bien les choses justement. Et justement dans la dernière partie de ton livre, pardon, tu écris: «J'ai peur mais j'y vais». Et c'est hyper fort parce qu'on parle souvent de courage, tu sais? Courage, persévérance, performance, je dois y aller coûte que coûte. On parle rarement de peur. Hem, Comment est-ce qu'on continue à agir avec la peur, justement, dans un monde qui brûle, sans se brûler soi-même? Pendant une grande partie de l'écriture de mon livre, titre du projet, en tout cas le sous-titre du projet, c'était pas le guide d'action écologique pour entrepreneurs, c'était le guide d'espoir écologique pour entrepreneurs. Et en fait, ce que je me racontais, c'est que j'allais réussir à écrire un livre avec un plan à l'intérieur qui soit tellement bien pensé qu'en finissant de lecture, les gens se disent oh, en fait, on peut s'en sortir. Alors je vais me bouger le cul. Et ce dont je me suis rendu compte à l'écriture, il y a eu un long moment où j'avais pas d'espoir moi-même. Et je me suis dit, qui suis-je pour essayer de recréer de l'espoir pour les autres alors que moi-même je n'y crois plus? Et en vrai, il y a souvent des moments dans ma vie, aujourd'hui, où je me dis, j'y crois pas, je pense on est flingué. Je pense on va pas trouver la solution et ça va être les pires scénarios écologiques qui sont projetés. Mais ce qui s'est passé dans l'écriture, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que le fait d'écrire, le fait de passer à l'action en écrivant, parce que ça m'a déclenché plein de choses aussi dans mon quotidien sur ces enjeux écologiques, le fait de m'immerger dans des espaces avec autour de moi, dans des festivals ou dans des universités d'été, des trucs comme ça, il y a des centaines de personnes autour de moi qui ont les mêmes enjeux, les mêmes réflexions, qui se bougent le cul tous les jours pour ça, ben en fait l'espoir il est né. Et j'avais peur, mais je me disais en fait, en me bougeant le cul là, c'est ça qui fait que j'y crois. Parce que je vois tous ces gens. Et du coup, il faut inverser le truc où on se dit, souvent on se dit, j'ai peur, je peux pas y aller et j'ai besoin de croire que c'est possible pour en fait le faire. Mais l'espoir, c'est pas la cause qui crée l'action. L'espoir, c'est la conséquence de l'action. Et du coup, souvent, ce que je fais intérieurement, c'est quand il y a des trucs où je sens que il y a deux types de peur. Il y a la peur, je protège ma sécurité. Par exemple, j'ai peur quand je m'approche un peu trop du bord d'une falaise. Ça, c'est une peur qui me protège. Elle est très importante, cette peur-là. Mais il y a une peur où en vrai, tu le sais rationnellement que il n'y a pas trop de risques, tu vois. C'est une peur un peu plus diffuse, c'est un truc qui n'est pas tant projeté. Mais souvent, maintenant, moi, j'utilise ça comme un indicateur de ah, peut-être qu'il faut que j'aille par là. Parce que j'ai peur et je vois que ça m'agite assez pour croire que c'est important, du coup. Donc je l'utilise un peu comme une boussole, et en me disant, je sais que si je vais dans cette voie-là, il y a de grandes chances que l'espoir renaisse parce que je suis en train d'agir et parce que je suis en train de bouger. Comment on fait ça ensuite sans se cramer? Dans ce réflexe-là de j'utilise la peur comme une boussole d'action, bah peut-être que je peux y aller un peu trop du coup. Garder en tête ce truc qu'on se disait sur le banc de touche, le remplacement, etc. Que j'ai des ressources, mon énergie, mon temps, mon espace mental, ces ressources sont limitées et je dois autant me questionner sur l'usage de ces ressources que sur leur régénération. Et c'est là où du coup tu redisais, il y a des personnes militantes qui se crament, etc. etc. Ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont focalisées sur l'usage le plus pertinent de leurs ressources, mais elles oublient que ces ressources ont besoin d'être régénérées. Et ces deux choses ont autant d'importance l'une que l'autre. Dans une stratégie d'impact ou une stratégie entrepreneuriale, c'est aussi important ce à quoi je dédie mes ressources, la stratégie, les actions, comment j'organise mon temps pour ça, que comment je les remplis ces ressources. Les pratiques de régénération, le temps que je dédie au sommeil, comment je fais pour optimiser le fait que mon sommeil soit de qualité. C'est tout aussi important pour une stratégie entrepreneuriale, pour une recherche d'impact écologique, pour une recherche d'impact sociétal tout court, peu importe les causes. Et c'est deux trucs à tenir en compte. Et ça, ben voilà, c'est la connaissance de nous-mêmes. Parfois, on se casse la gueule et on se fait un peu mal. J'ai vécu une période d'épuisement assez liée au militantisme, je pense, en fin d'année dernière. Beaucoup lié à l'écriture du livre aussi.
Et c'était dur. Et pendant 2 mois, j'ai quasiment pas travaillé. J'ai dû réorganiser des trucs. Et j'ai arrêté de me payer pendant 2, 3 mois pour me permettre un espace de souffler. Enfin, plein de trucs. Et c'était horrible. Mais je me reconstruis petit à petit. J'apprends. Donc, il faut aussi accepter que parfois, comme quand on apprend à marcher, on va tomber. Et il y a des fois où quand on va tomber, ça va faire plus de mal que d'autres. Ça fait partie, je pense, du chemin d'apprentissage aussi. Mais il faut pas oublier, on utilise nos ressources, mais il faut les régénérer aussi. C'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement, c'est vrai au niveau de la planète. Partout. Et je pense qu'il y a une autre idée qui peut faire du bien là-dessus, c'est de se dire, j'ai pas besoin d'être l'être de perfection qui agit parfaitement partout, mais je peux trouver un rôle nécessaire dans la cause que je vais exécuter super bien. Moi, par exemple, je vais peut-être pas incarner de la meilleure des manières les solutions dans l'agriculture pour nourrir les gens de façon plus écologique. Clairement, c'est pas ce qui m'inspire le plus au quotidien d'aller foutre les mains dans la terre et faire de la permaculture et faire mon potager et nourrir les gens. Par contre, je pense que je suis plutôt bon dans le rôle de diffuser des idées autour de ça, de les rendre plus tangibles, de les rendre plus concrètes, d'investir du temps pour comprendre les trucs et les raconter de façon plus logique et plus facile d'accès. Ça, je crois que j'y arrive bien et je crois aussi que je suis bon. Et en plus, ça me crée de la joie. J'adore faire ça. Peut-être que c'est le rôle dans lequel je devrais plonger à 100% et me dire c'est ça que je vais faire et je vais le faire à fond. Et c'est ok que je fasse pas le reste. Mais ça, par contre, je vais faire super bien. Et de se dire encore une fois qu'il y a ce maillage collectif de tous les rôles qui jouent ensemble pour la même paroisse. Et c'est pour ça que arrêtons de nous taper dessus entre gens qui ont les mêmes objectifs. On a peut-être des stratégies différentes pour atteindre ces objectifs, mais en vrai, on est... Ça, c'est une autre idée aussi. Quel est le rôle dans lequel je vais m'investir moi? Je peux lâcher les autres parce qu'il y a d'autres gens qui vont prendre ces rôles-là. Et ça permet de créer un peu d'espace aussi dans ce truc de prendre soin de ses propres ressources et pas se cramer. Ma place dans le village. Tout à fait. Tu peux pas avoir toutes les places. D'ailleurs, soyez humbles un peu les amis. Arrêtez de vous dire que vous devez être un super-héros. Acceptez d'être un être humain normal, lambda, qui cherche à sauver son cul, certes. Vous n'allez pas être le super-héros devant l'armée, là. C'est pas le but. On n'a pas besoin que de leaders. Vraiment pas. Clairement. Clairement. Merci Thomas pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier mot, phrase, punchline, provoque, conseil, ce que tu veux? Je pense que j'ai été assez intense déjà. Mais j'ai juste envie de dire à toutes les personnes pour qui ce sujet est délicat, difficile, que vous n'êtes pas seuls. On pense souvent être les seuls. Et des fois c'est vrai dans notre groupe d'amis ou dans notre famille. Mais partout à travers le pays, partout à travers le continent, partout à travers le monde, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui ressentent la même chose que vous, qui voient le monde de la même manière que vous et qui s'engagent chacune du meilleur de leurs moyens actuels pour faire une différence. Vous êtes loin d'être seul. Et quelque chose qui peut faire l'immense différence, même si vous n'agissez pas encore au niveau idéal de ce que vous aimeriez, c'est juste de trouver un groupe de personnes qui voient le monde comme vous, qui peut vous écouter et qui peut vous donner cet écho de « moi aussi ». Donc si vous vous sentez seul avec tous ces trucs, déjà on est là. Et je pense que nous deux, on connaît pas mal d'autres gens là-dedans. C'est sur cette pensée que j'ai bâti toute une nouvelle partie gratuite de notre communauté, rassembler les indépendants qui voient le monde comme ça. Bah, vous trouverez des espaces. Il existe. Ils existent, ces espaces. Et j'espère qu'on saura vous les offrir si vous venez nous les demander à nous. Exactement. Et pour venir demander ces espaces, il y a évidemment mon Insta, mais il y a surtout aussi l'Insta de Thomas. Tous tes liens seront en description de l'épisode, le livre, ton site, Insta, le podcast, évidemment la superbe émission que tu animes avec Laura. On peut pas passer à côté de ça après un sujet pareil aujourd'hui, dont C'est on vrai, sera ça. évidemment en description de cet épisode. J'avais quand même un mot de la fin à apporter parce que ce que j'aime dans le message que tu nous délivres aujourd'hui et dans le livre également et sur tous les endroits où tu communiques, parce que tu communiques à plein d'endroits différents, c'est que tu ne demandes à personne d'en faire plus, mais tu demandes de faire mieux les choses quand on décide de faire des choses.
Ce livre, ce guide d'action écologique pour entrepreneurs, c'est pas du tout un manifeste pour culpabiliser. Je pense qu'on s'auto-culpabilise très bien tout seul et qu'il suffit d'ouvrir Instagram pour déjà se sentir avec une angoisse culpabilisante de ne pas être au bon endroit ou de ne pas faire assez par rapport à tout ce que l'on peut voir des autres, etc. On en a déjà un petit peu parlé. Mais c'est plutôt une boussole pour agir avec conscience et confiance, puisqu'on parle d'un guide. Donc, le fait que tu aies, toi, repris espoir, que tu te sois mis en action et que tu aies du coup pu écrire ce guide-là, nous permet, nous, d'agir en conscience et confiance, puisque tu ouvres la porte. Donc, ton livre est un appel à réinventer notre manière de vivre, évidemment, de travailler, évidemment, pour pouvoir remettre le vivant, l'humain, le naturel et le collectif au centre. Merci Thomas pour cette conversation intense. J'ai pratiquement pas eu besoin de te poser des questions. Tu as déroulé, je suivais mon fil, c'était clair, net, précis. Donc moi, j'ai été traversée par tout ce que tu me disais, les questions aussi, puisque en fait, tu as travaillé pour tout le monde. Donc merci beaucoup de cette passion. Merci à toi pour Voilà, ce que tu dis aussi là à la fin. Ça me touche. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent ici et qui peut-être liront le livre après l'apprécieront autant que j'ai l'impression que toi tu l'apprécies. Complètement. Et aux personnes qui nous écoutent, peut-être qu'on peut leur proposer de prendre 1 minute pour réfléchir à quelque chose. Ce quelque chose, je te laisse le décider. Et l'idée, c'est de leur dire, prends 1 minute, tu réfléchis à la question que tu vas poser. Et puis ensuite, ils reviennent nous voir sur Instagram, sur Apple Podcast, là où on se trouve pour nous dire ce truc. Si tu n'avais absolument pas besoin de générer d'argent avec ton entreprise, ce serait quoi l'objectif de ton entreprise ? Si c'était totalement décorrélé de l'argent. Ce serait quoi l'objectif de cette entreprise ? Parce que toute entreprise a un objectif, mais souvent on le cache derrière l'enjeu financier. Bien sûr. Si on enlève l'enjeu financier, c'est quoi le réel objectif ? C'est quoi la réelle intention ? Merci Thomas, on a vraiment besoin de plus d'entrepreneurs qui choisissent de créer sans détruire. Et tu es à l'initiative de ça. En tout cas, tu es devant nous et on te suit avec beaucoup de joie. Donc merci pour tout. Merci à toi Justine, prends soin de toi. Toi aussi, bye Thomas. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!